L'Europe revoit complètement son approche concernant le soutien à l'Ukraine et comprend que les États-Unis pourraient complètement cesser de soutenir notre pays. C'est pourquoi tout le fardeau du soutien repose précisément sur les épaules de l'Union européenne et des partenaires européens. Aujourd'hui, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il ne savait pas s'il soutiendrait le renforcement des sanctions contre la Fédération de Russie, qui sera voté au Sénat du Congrès américain dès la semaine prochaine. Le président américain a souligné qu'il devait prendre connaissance du contenu du projet de loi avant de prendre une décision, comme s'il ne savait absolument pas de quoi il retournait. Et je rappelle qu'il s'agit là de droits de douane de 500% contre tous les pays qui, d'une manière ou d'une autre, aident la Russie à mener la guerre contre l'Ukraine et continuent à commercer avec elle. Ainsi, dans ce contexte, l'Europe a décidé de revoir entièrement son soutien à l'Ukraine. Et voilà que les responsables britanniques et français détournent leur attention de la question du déploiement de troupes en Ukraine vers celle du soutien à la défense de Kiev sans l'appui des États-Unis d'Amérique. Et dans ce contexte, nous avons une déclaration très intéressante du colonel britannique à la retraite, Richard Kemp, qui a soudainement appelé le Royaume-Uni à aider l'Ukraine à créer ses propres armes nucléaires, sur fond de possibilité que l'Amérique puisse se détourner. Je m'appelle Alexei Pesci, et nous sommes le 31 mai, parlons de ce sujet ensemble. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette émission et d'écrire votre commentaire. De plus, abonnez-vous à la chaîne Telegram Pesci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Bien, abordons maintenant chaque point dans l'ordre. Je vais commencer par la déclaration de Donald Trump, qui a déclaré aujourd'hui qu'il ne sait pas encore s'il soutiendra le projet de loi sur le renforcement des sanctions contre la Russie, préparé au Sénat du Congrès américain. Interrogé sur ses intentions à ce sujet, il a répondu « Je ne sais pas, je dois le voir, je vais regarder, et ensuite je répondrai ». Je rappelle également que les États-Unis pourraient considérablement renforcer les sanctions contre la Russie en réponse à l'agression continue contre l'Ukraine. En particulier, les sénateurs Lindsey Graham, républicains, et Richard Blumenthal, démocrate, ont présenté un projet de loi bipartisan qui prévoit des restrictions économiques sévères. Les principales dispositions du projet de loi sont les suivantes. Sanctions secondaires, introduction de tarifs de 500% sur les importations en provenance des pays qui achètent du pétrole, du gaz, de l'uranium et d'autres ressources russes. Le but est de faire pression sur les partenaires de la Russie comme la Chine, l'Inde et la Turquie. Sanctions contre les banques russes et les compagnies énergétiques, limitation des activités des principales institutions financières et énergétiques de la Russie, ainsi que le blocage des avoirs, c'est-à-dire le gel des actifs des personnes et des entreprises qui soutiennent les actions militaires de la Russie. Ce projet de loi bénéficie du soutien de 82 sénateurs et pourrait être examiné au Sénat dès la semaine prochaine. Cependant, pour entrer en vigueur, il doit être adopté par la Chambre des représentants et être signé par le président Donald Trump, qui reste pour l'instant prudent à l'égard de nouvelles sanctions, craignant qu'elles ne compliquent les négociations de paix. Et dans ce contexte, une publication britannique écrit que les responsables britanniques et français détournent leur attention du déploiement de troupes en Ukraine vers la question du soutien à la défense de Kiev, sans l'appui des États-Unis d'Amérique. Comme l'écrit la publication, les responsables britanniques et français, qui élaborent un plan pour le déploiement de forces de maintien de la paix en Ukraine, ont discuté de la nécessité de regarder en face la situation liée au retrait de Donald Trump de la question du soutien à l'Ukraine. Les responsables ont convenu de déplacer l'accent du déploiement de troupes européennes pour soutenir le cessez-le-feu, vers le maintien d'une défense à long terme de Kiev contre l'invasion russe sans l'aide américaine. Il existe actuellement une crainte sérieuse que le président américain tienne sa menace et renonce à son rôle de médiateur, n'ayant pas réussi à amener Vladimir Poutine à la table des négociations. Soyons réalistes et reconnaissons que les États-Unis ne seront jamais complètement de notre côté, a déclaré l'un des responsables occidentaux, décrivant l'atmosphère tendue lors de la réunion à La Haye. Un diplomate européen a ajouté: il s'agissait principalement de savoir comment maintenir le soutien nécessaire à l'Ukraine, alors que nous supposons que les États-Unis continueront à ne fournir que certaines ressources spécifiques, comme le renseignement. Nous avons aussi convenu de renforcer la pression économique sur la Russie. La réunion dans la capitale des Pays-Bas, à laquelle assistaient les soi-disant directeurs politiques du ministère des Affaires étrangères, a marqué un changement radical de rôle. Dans la coalition des volontaires,
créé par Keir Starmer et Emmanuel Macron pour soutenir un éventuel cessez-le-feu, à laquelle aspirent notamment les Ukrainiens et les Américains. Ainsi, Keir Starmer et Emmanuel Macron promeuvent la proposition d'une coalition de volontaires, selon laquelle les alliés européens utiliseront leurs soldats pour contribuer à garantir le respect de tout accord de paix. Plus de 30 pays ont exprimé leur soutien, bien que seuls quelques-uns d'entre eux aient publiquement proposé de déployer des troupes sur le territoire ukrainien. En outre, lors de cette réunion à La Haye, la question centrale était de savoir si Washington était prêt à fournir ce que les responsables britanniques ont qualifié de garantie de sécurité ou de soutien aux forces de maintien de la paix en Ukraine. Le groupe n'a pas encore publiquement reconnu que ses intentions avaient changé. Les chances de paix diminuent à mesure que Vladimir Poutine résiste à la pression internationale exigeant un cessez-le-feu. En conséquence, les forces de maintien de la paix deviennent de moins en moins pertinentes. Les pays européens ont également convenu d'inviter le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, à participer au sommet de l'OTAN, à La Haye le mois prochain. Et auparavant, je rappelle que sa participation était incertaine après que Donald Trump se soit ouvertement opposé à l'adhésion de l'Ukraine à l'alliance militaire occidentale. Le général Kit Kellogg, représentant spécial de Donald Trump pour l'Ukraine, a déclaré vendredi ce qui suit. Nous avons affirmé que pour nous, la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas à l'ordre du jour. Et nous ne sommes pas le seul pays à tenir ce discours. Vous savez, je peux probablement vous citer 4 pays de l'OTAN qui sont contre cela. Et pour que l'on vous autorise à rejoindre l'OTAN, il faut 32 sur 32 membres. C'est-à-dire que tout le monde doit être d'accord. Il est probable que la coalition des volontaires continuera à soutenir publiquement les efforts de paix de Donald Trump à la demande des responsables ukrainiens, qui craignent que sinon le dirigeant américain cesse les livraisons d'armes et l'échange de renseignements. Eh bien, même si Washington n'a pas approuvé de nouvelles livraisons d'armes depuis que Donald Trump est entré en fonction, il continue tout de même de fournir du matériel convenu sous l'administration Joe Biden. Les États-Unis ont également approuvé la vente à l'Ukraine de composants fabriqués en Amérique, tels que des pièces de rechange pour les chasseurs F-16, et ont en plus autorisé les pays européens à fournir des équipements de fabrication américaine. Eh bien, voilà. La rencontre dans la capitale des Pays-Bas a lieu à la veille d'une semaine diplomatique importante. Parce qu'on s'attend à ce que lundi, le 2 juin, ait lieu le prochain round de négociations entre les délégations ukrainiennes et russes à Istanbul. Et il est prévu que lundi, le conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni participe à un nouveau round de négociations de paix. Le général Kit Kellogg a déclaré la veille ce qui suit. Nous aurons ce que nous appelons l'ETRI. Ce sont les conseillers à la sécurité nationale d'Allemagne, de France et du Royaume-Uni. Lors de notre séjour à Londres, ils nous ont aidés à définir les conditions essentielles pour l'Ukraine. Au début de ce mois, dans la capitale turque, ont eu lieu les premières négociations directes entre Moscou et Kiev depuis plus de 3 ans de guerre à grande échelle. Eh bien, vendredi, le Kremlin a déclaré qu'il discuterait des conditions du cessez-le-feu uniquement lors des négociations à Istanbul, après que Kiev a exigé la présentation d'un mémorandum de paix, avant le début des négociations. L'Ukraine a déclaré qu'elle aimerait voir un document exposant la proposition de paix de la Russie avant de s'engager à envoyer ses représentants officiels à Istanbul. Et voilà. Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Andriy Sybiga, a déclaré qu'afin que la prochaine rencontre prévue soit substantielle et significative, il est important de recevoir à l'avance un document pour que la délégation qui sera présente ait le mandat de discuter des positions correspondantes. Plus tôt cette semaine, Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, a annoncé un deuxième tour de négociations, après que Donald Trump et Vladimir Poutine ont parlé au téléphone, et après que Trump a commencé à publier ouvertement, à critiquer, excusez-moi, le dictateur russe. En particulier, le président des États-Unis a qualifié son homologue russe de fou, et l'a accusé de jouer avec le feu. Après quoi, apparemment, il lui a donné un délai de 2 semaines pour conclure un accord. Mais ce n'est encore qu'une supposition, car Trump parle de ces 2 semaines depuis au moins 2 mois. Et en plus de cela, nous avons une déclaration intéressante du colonel britannique à la retraite, Richard Kemp, qui se déroule à Odessa.
Il a déclaré aujourd'hui que le Royaume-Uni, en tant que garant de la sécurité de l'Ukraine, doit aider l'Ukraine à créer ses propres armes nucléaires. Je vais ensuite citer ses propos. Le Royaume-Uni doit aider l'Ukraine à développer ses propres armes nucléaires dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique. C'est un point intéressant, parce qu'en fait, le Royaume-Uni est l'un des pays qui, en 1994, a signé le mémorandum de Budapest. Et elle assurait la sécurité de l'Ukraine en cas d'attaque. Et voilà que Kem parle du fait que, écoutez, d'abord, le mémorandum de Budapest, ensuite cet accord de partenariat stratégique, qui a été signé au début de l'année pour 100 ans, suppose que la Grande-Bretagne doit non seulement garantir verbalement la sécurité de l'Ukraine, mais aussi aider l'Ukraine à rétablir son statut nucléaire. Déclaration audacieuse à laquelle on peut réagir de diverses façons. Je pense que c'est une déclaration populiste. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sous cette émission. La principale conclusion en ce moment, c'est que l'Europe, eh bien, vraiment, tout le monde a déjà complètement recentré sa pensée sur le fait que la sécurité de l'Europe est entre les mains de l'Europe. On peut compter sur les États-Unis, mais il ne faut pas s'appuyer uniquement sur eux, qu'à un certain moment, il faudra prendre une décision concernant le soutien futur à l'Ukraine sans la participation des États-Unis d'Amérique, et en conséquence, construire sa propre stratégie de soutien précisément sur cette base. Je mets donc des points de suspension ici. Je me répète, écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires de cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire financièrement via n'importe quel don, en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo, ou via le code Quick Response affiché sur vos écrans. C'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et au revoir.